Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le ZANU-PF choisit son candidat en vue de l'élection présidentielle de 2023. Le parti au pouvoir zimbabwéen vient d'accorder une nouvelle fois sa confiance au président Emmerson Mnangagwa, compte tenu des résultats satisfaisants de son premier mandat. Plus de 26 millions de Sud-Africains étaient appelés aux urnes ce lundi 1er novembre. Dans le cadre des élections municipales, des scrutins à haut risque pour le parti au pouvoir historique ANC en perte de vitesse. Et la conférence internationale sur le climat, COP26, c'est l'occasion pour l'Afrique de demander des comptes. Le continent le plus touché par les effets du changement climatique n'a perçu que 70 à 80% des 100 milliards de dollars promis pour 2020. Mais tout d'abord en Centrafrique, les forces armées centrafricaines FACA ont affirmé ce mardi 2 novembre avoir détruit un drone de type Mavic dans l'ouest du pays. Selon l'état-major des forces centrafricaines, cet appareil tentait de larguer un engin explosif improvisé sur la position des FACA déployés dans la localité d'Aba. Les autorités centrafricaines ont annoncé que ce procédé de destruction sera appliqué à tous les appareils non identifiés survolant sans autorisation la zone de responsabilité des FACA. Aucune précision sur la provenance de ce drone n'a été donnée, mais il pourrait s'agir d'un appareil appartenant à la coalition des Patriotes pour le changement, le mouvement rebelle placé sous la conduite de l'ancien président François Bozizé, selon la presse locale. Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa remplira pour 2023. Le chef de l'État vient de recevoir le feu vert du parti au pouvoir, le ZANU-PF. Il briguera donc un second mandat de 5 ans pour tenter de poursuivre le développement entamé dans le pays. Plus de détails avec Mildred Diamou. Le parti au pouvoir du Zimbabwe, l'Union nationale africaine du Zimbabwe Front Patriotique, a approuvé le 30 octobre 2021 le président Emmerson Mnangagwa comme candidat présidentiel du parti pour les élections générales prévues dans le pays en 2023. La candidature du président Mnangagwa a été approuvée à l'unanimité après avoir examiné ses efforts pour développer le pays depuis sa victoire aux élections de 2018. Le parti au pouvoir, la ZANU-PF, mise sur la continuité en réitérant sa confiance au président Emmerson Mnangagwa. Il s'agit ici de mettre toutes les chances de leur côté pour briguer un nouveau mandat. L'idée, c'est bien évidemment que la situation économique étant très désastreuse au niveau local, qu'il faille jouer sur la continuité pour notamment redresser le pays d'un point de vue économique, sachant que le pays est assujetti à une inflation très importante, qu'aujourd'hui les attentes sont très nombreuses et que cela passera bien évidemment par une confiance au niveau des instances internationales. Le premier point sur lequel insiste le parti au pouvoir, c'est de dire que le président Emmerson Mnangagwa a tout mis en œuvre en mettant des efforts considérables pour essayer de redresser la situation. Les membres du parti au pouvoir affirment que le président Mnangagwa a fait d'importants progrès dans la stabilisation de l'économie zimbabwéenne ainsi que le développement des infrastructures. Ils estiment que pour que le Zimbabwe devienne une économie à revenu intermédiaire d'ici 2030, le président Mnangagwa doit être aux commandes. Par ailleurs, on peut quand même s'inquiéter car jusqu'à présent, comme nous savons, il y a des sanctions qui pèsent toujours sur le pays malgré notamment les recours qui ont été mis en place par la SADC, ce qui laisse présager que la situation ne va pas non plus pour autant se redresser assez rapidement. Cette candidature peut être certes vue d'un point de vue positif au niveau du parti politique, mais au niveau de l'assentiment de la population, cela peut être davantage plus réservé puisque aujourd'hui le Zimbabwe continue d'être un pays très instable, un pays qui pèse avec une inflation très lourde à laquelle endure la population du Zimbabwe. Cela rend assez pessimiste l'avenir de ce pays. Le Zimbabwe prépare des élections générales en 2023 dans un contexte d'instabilité socio-économique. Alors que des sanctions américaines pèsent sur le pays, le président Mnangagwa appelle à lever ces sanctions en vue d'accélérer la croissance économique. Les élections municipales se sont tenues ce lundi 1er novembre en Afrique du Sud. Plus de 26 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour élire leurs représentants au sein de quelques 250 municipalités.
Et pour la première fois depuis 1994, le parti historique ANC pourrait passer sous la barre des 50%. Une perte de vitesse qui s'explique notamment par les nombreuses affaires de corruption et de malgouvernance qui entachent cette formation politique. Les explications de Ange Leméniot. Plus de 26 millions de Sud-Africains se sont rendus aux urnes ce lundi 1er novembre pour choisir leurs représentants municipaux dans quelques 250 municipalités du pays sur une population d'environ 40 millions en âge de voter. Si le parti au pouvoir ANC a toujours la main mise sur l'échiquier électoral, il pourrait pour la première fois passer sous la barre des 50% des voix selon des sondages. Certains dirigeants du parti se sont retrouvés au cœur de scandales entachant l'image de l'ANC. Nous savons quels sont les problèmes. Les problèmes sont clairs et nous avons dit que cette fois-ci, nous voulons corriger ce qui ne va pas. L'Alliance démocratique, perçue comme le parti des personnes blanches, et la gauche radicale des combattants pour la liberté économique se présenteront cette fois en ordre dispersé. Des sondages suggèrent qu'une majorité d'électeurs pourrait se détourner de l'ANC. Lors des municipales de 2016, le parti au pouvoir avait enregistré son plus mauvais score, 54%, et perdu des villes clés comme Pretoria et Johannesburg. Toute ma vie, je serai impliqué dans la vie du parti jusqu'à mon dernier jour, car je crois passionnément que ce parti est l'avenir des Sud-Africains. C'est le seul parti sud-africain qui rassemble des personnes de différentes régions, de différents horizons. Les électeurs auront également le choix d'un nombre inédit de candidats indépendants, 1700 sur 60 000, ce qui pourrait venir brouiller les cartes d'un scrutin aux multiples enjeux, estiment des observateurs. Également dans l'actualité au Mali, le secteur banquier est paralysé par un mouvement social. 11 des 14 banques que compte le pays ont entamé une grève de 72 heures ce lundi 1er novembre en réponse à l'appel du syndicat national des assurances, des banques et des établissements financiers du Mali, faute d'avoir obtenu satisfaction aux revendications présentées à la partie patronale. Notons que cette grève de 72 heures succède au mouvement d'arrêt de travail enclenché le 27 octobre dernier. 21,45 millions de dollars, c'est l'enveloppe que la Banque africaine de développement compte mettre à la disposition de la Gambie pour favoriser la croissance inclusive du pays post-pandémie. Ces fonds serviront à accompagner les efforts du gouvernement gambien pour faire reculer l'insécurité alimentaire, en misant notamment sur le développement des chaînes de valeurs agricoles. Les explications de Philomène Tine. La Banque africaine de développement s'engage aux côtés du gouvernement gambien afin de mieux développer le secteur agricole pour une croissance inclusive à travers le pays. L'institution bancaire a élaboré un programme dénommé Document de stratégie pays s'étendant sur la période 2021-2025 qui mise sur les chaînes de valeurs agricoles. L'objectif est de faire reculer l'insécurité alimentaire de 37,2% en 2020 à 30% en 2025, de réduire l'incidence de la pauvreté en zone rurale de 69,5% à 63% entre autres. La Gambie, dont les ressources premières sont justement le secteur agricole et un peu la pêche. Donc la revitalisation du secteur agricole serait bienvenue puisqu'il y a quand même dans les zones agricoles en Gambie sont des zones où sévit beaucoup de misère. Et le fait que la Banque africaine de développement veuille justement prioriser ce secteur serait un plus pour l'économie gambienne pour essayer de donner une plus-value à justement ce secteur qui est un secteur vital pour le développement futur de la Gambie. Entre 2021 et 2025, les superficies des systèmes d'irrigation supplémentaires aménagés ou réhabilités en Gambie doivent être portées de 212 à 287 hectares. 443 petits agriculteurs, dont 50% de femmes, vont bénéficier de techniques agricoles améliorées, comme l'indique le programme établi. Selon les statistiques de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, les petits exploitants fournissent 90% des aliments produits en Gambie, principalement sur des terres non irriguées.
La Gambie doit s'ouvrir davantage au Sénégal sur les postes frontaliers pour que les populations puissent faire du commerce librement et puis que les populations puissent vendre leurs excédents agricoles. La Banque africaine de développement devrait alors aussi aider à ce qu'il y ait une mécanisation justement du secteur agricole, étant donné que jusqu'à présent, les cultivateurs gambiens cultivent à la manière traditionnelle, ce qui donne un rendement très faible pour le secteur agricole gambien. Un financement de 21,45 millions de dollars devrait être investi dans la zone de transformation des cultures de base en Gambie. Ce projet devrait permettre au pays d'optimiser ses rendements, de mieux se positionner sur les marchés d'exportation et renforcer sa croissance post-pandémie. Quel avenir pour le secteur de la pêche à Madagascar? Ce secteur est une source de revenus pour près de 1,5 million de Malgaches, mais il est mis en péril en raison du trafic maritime, de la surpêche ou encore des changements climatiques. Le manque de ressources maritimes a fait passer le produit intérieur brut national à 5,5% en 2021 contre 7% en 2018. Les précisions de Joël Ballot. La pêche est l'un des 3 principaux secteurs porteurs de Madagascar. Malheureusement, la surpêche, les changements climatiques, le trafic maritime ont fragilisé cette activité qui représente en 2021 5,5% du produit intérieur brut contre 7% en 2018 selon le ministère des Pêches du pays. Fort de ce constat, les pêcheurs malgaches présents à la foire des ressources halieutiques qui s'est terminée le 31 octobre appellent le gouvernement à mieux réglementer l'accès aux ressources maritimes. Le changement climatique a beaucoup d'impact. On ne peut pas travailler plus de 3 jours de suite sans qu'il y ait un vent très fort qui nous empêche de sortir en mer. Ce n'était pas comme ça avant. Il y a aussi des pêcheurs qui viennent d'autres régions pour pêcher dans notre zone et ça nous pose beaucoup de problèmes. Ils viennent du sud de Madagascar et pratiquent un système de pêche qui capture tous les poissons sans aucun filtre. Évaluée à 750 millions de dollars par an, la moitié de cette production annuelle de poissons provient malheureusement de prises illégales. Aussi, l'un des grands défis du gouvernement malgache est de trouver le juste équilibre entre pêche économique et pêche responsable pour un accès équitable et juste aux ressources halieutiques. Ce qu'il faut savoir, bien évidemment, c'est le fait que l'État ne parvienne pas à assurer un cadre auquel il doit étendre, notamment un cadre économique, un cadre de sécurité, en étant très vigilant sur les questions environnementales et puis surtout permettre à cette activité d'être assez vertueuse, non seulement au niveau de l'export qui est l'une des stratégies jusqu'à présent faites par le pays, mais également sur l'économie intérieure. À titre de rappel, la foire des ressources halieutiques est destinée à valoriser l'espace maritime malgache, assurer la visibilité des activités liées à la pêche. Aujourd'hui, plus de 1,5 million d'habitants vivent de cette activité. Aussi, garantir une régularisation du secteur de la pêche en faveur des populations qui en vivent devient une priorité pour le gouvernement malgache. Le réchauffement climatique en Afrique a contribué à aggraver l'insécurité alimentaire, la pauvreté et les déplacements de population. Pourtant, le continent n'est que très peu responsable de cette dégradation environnementale. La COP26, qui a débuté le 31 octobre à Glasgow, en Écosse, est l'occasion pour le continent africain de demander des comptes sur les aides promises, un sujet de Roberto Bogbe. Un rendez-vous sous fond de demande de comptes pour la vingtaine de chefs d'État africains présents à Glasgow. Des comptes sur la promesse des pays riches nés de la conférence de Copenhague en 2009 qui se sont engagés à verser 100 milliards de dollars par an dès 2020 afin d'aider les pays en voie de développement à contrer les affres du changement climatique. 10 ans plus tard, plusieurs irrégularités sont décriées. C'est une grosse déception de notre part parce que ce sont des engagements qui ont été pris il y a plus d'une dizaine d'années maintenant. Et chaque année, les pays développés repoussent l'échéance à l'année qui va suivre. Il y a une feuille de route qui a été sortie il y a quelques jours et on nous dit que l'échéance des 100 milliards de dollars va être atteinte en 2023. Pour nous, c'est une aberration. L'Afrique n'a reçu que 70 à 80% des 100 milliards de dollars par an promis pour 2020 par les pays riches. Une enveloppe qui doit lui permettre de s'adapter aux événements météorologiques extrêmes de plus en plus fréquents qu'elle subit à cause d'un réchauffement climatique qu'elle n'impacte presque pas. Ce montant, par ailleurs largement composé de prêts et non de dons, pourrait n'être atteint qu'en 2023, une somme jugée largement insuffisante.
un point de départ, c'est un plancher et non un point d'arrivée. C'est juste permettre à nos communautés qui sont en première ligne de cette crise climatique de pouvoir s'en sortir. Mais on le sait, les 100 milliards de dollars sont loin d'être suffisants pour faire face à cette crise climatique. Donc, si les pays développés n'arrivent pas à respecter cet objectif minimum de 100 milliards de dollars, il y aura un problème de confiance autour de la table des négociations parce que les besoins en termes d'adaptation au changement climatique et en termes d'atténuation au changement climatique vont bien au-delà de ces 100 milliards de dollars. L'Afrique entière n'émet du gaz à effet de serre que de 3 à 4%, ce qui ne lui empêche pas de subir plus que d'autres les effets du changement climatique. Un paradoxe que les chefs d'État avaient déjà rappelé à la tribune du sommet climat qui s'est tenu le 23 septembre 2019 à New York. Les États africains refusent par ailleurs de renoncer au développement économique au profit de la préservation du climat. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.